Et on accueille sur le plateau Téléfinance Mathieu Nègre, le responsable des actions émergentes chez UBP. Bonjour Mathieu. Bonjour. On regarde avec vous ce parcours des émergents qui est évidemment beaucoup plus positif qu'après quelques années compliquées. Bon cru à nouveau 2017 sur ces pays. Alors maintenant, est-ce que ça va durer? C'est effectivement une très bonne année. La performance en dollars est très supérieure à celle des marchés développés. On pense que les raisons sous-jacentes de cette surperformance sont là pour durer. D'une part, on a la faiblesse relative du dollar, mais aussi l'amélioration de la profitabilité relative. Le fait que pendant des années, les entreprises émergentes ont souffert d'une trop grande force du dollar, mais aussi d'excès de croissance précédents. Et que là, maintenant, on a un juste retour des choses après quelques efforts de restructuration. On avait surtout, on s'en souvient, peur de ce relèvement des taux de la Fed qui faisait que voilà, il y avait un retour des dollars aux États-Unis, il y avait un assèchement un petit peu des liquidités dans ces pays émergents. Aujourd'hui, on voit que finalement, la Fed est très mesurée. On attend le communiqué ce soir, il n'y aura pas d'annonce de presse, mais très vraisemblablement, il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux du côté de Mme Yellen. Écoutez, à court terme, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le dollar, c'est toujours la variable principale quand on regarde à long terme, si vous voulez, la performance des émergents, quand on regarde sur 3 ou 5 ans. Mais si finalement on regarde les 3 ou 5 dernières années, le dollar était très fort. Donc cette force a déjà eu lieu, si vous voulez, et qu'ensuite, à la marge, il y a un petit ajustement dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas une raison suffisante pour mettre fin au rallye que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ouais, effectivement, c'est vrai que là, c'est surtout l'euro qui profite en ce moment, qui est le plus fort et qui reprend beaucoup de vigueur. Évidemment, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour ces émergents. Alors, Mathieu, quand on parle des émergents, c'est vrai qu'on a en tête cet acronyme des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, le S. Qu'en est-il? Quelle est votre définition des émergents? Parce qu'il y a plusieurs types d'émergents. Il y a les émergents développés, on va dire, puis il y a les émergents émergents. Oui, il y a même eu à l'époque un certain nombre de fonds frontières qui se sont lancés. Donc, si vous voulez, on peut aller plus ou moins en profondeur dans la définition de la classe d'actifs. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, notre définition, c'est celle d'MSCI et ça consiste à regarder l'ensemble des émergents, c'est-à-dire les 24 pays qui aujourd'hui font partie de l'indice, qui vont du plus petit et du moins développé, qui est le Pakistan, à l'Asie du Nord, on va dire, Chine et surtout Corée et Taïwan, qui ont donc des caractéristiques de marché développé, mais qui restent dans l'indice émergent pour un certain nombre de raisons qui sont à la fois liées à la régulation et une logique aussi un peu politique, commerciale de MSCI pour l'instant. Donc évidemment, ça va plutôt bien pour la Chine. En tout cas, ça se maintient. On a vu des chiffres assez spectaculaires de croissance, 6,9%. La Russie, évidemment, toujours très matière première, très liée. Là aussi, ça se stabilise. Le Brésil, empêtré dans ses problèmes politiques. Est-ce que c'est une zone également sur laquelle vous avez misé cette année? On est surpondéré sur l'Amérique latine. En moyenne. C'est une zone intéressante d'un point de vue politique parce que si on met le Brésil de côté, même en incluant le Brésil d'ailleurs sur les 12 derniers mois, on a un mouvement vers les réformes et des gouvernements qui sont plutôt prêts à prendre des mesures positives pour l'économie dans plusieurs pays d'Amérique latine. Maintenant, en ce qui concerne le Brésil, on est arrivé à un point d'arrêt. En ce qui concerne les réformes qui étaient en cours sont retardées et le gouvernement Temer est en difficulté. Donc là, on commence à voir, si vous voulez, ce qu'on voit dans le dernier mois, c'est un impact sur la croissance et sur les perspectives bénéficiaires de la situation politique et on rentre dans une spirale un peu négative de ce côté-là. Donc on est sous-pondéré un peu plus prudent sur le Brésil que sur le reste de la zone. Le fameux LATAM pour Latin America. Le reste, justement, si on repart en Asie, on sait, vous parlez justement des satellites de la Chine, Taïwan, mais aussi des nouveaux pays. On parle d'Indonésie, du Vietnam, donc des zones pour le coup très émergentes. Est-ce que vous vous intéressez également à ces grands pays? On s'intéresse à l'ensemble des pays asiatiques. On essaye de diversifier au maximum l'exposition pays. C'est l'approche de notre produit. Donc on essaye d'aller chercher les entreprises émergentes là où elles sont et de ne négliger aucune source de diversification géographique. Donc l'Indonésie en fait partie, bien sûr. Ouais, ce sont des zones que vous jouez à travers l'ensemble du pays, à travers des fonds indiciels, des trackers, ou bien est-ce que vous faites du stock picking à l'intérieur de chaque zone? Non, on fait du stock picking directement à l'intérieur de chacun de ces pays. Si on n'a pas accès à un pays, on n'investira pas directement dedans. Puisque à la fin on reste des stock pickers, on essaye d'investir dans les sociétés qui nous paraissent les plus aptes à surperformer. Donc vous citiez l'exemple du Vietnam par exemple, c'est un pays extrêmement intéressant qui n'est pas encore
officiellement émergent, mais qui le deviendra bientôt. C'est un pays frontière pour l'instant. Mais au Vietnam, par exemple, on n'a pas trouvé d'opportunité au niveau société, au niveau bottom-up, qui nous intéresse. Donc on n'a pas d'exposition pour le moment, mais ça fait partie des choses qu'on réévalue tout aussi souvent possible. Alors en revanche, voilà, la Chine, elle est bien exposée, le marché est de plus en plus liquide, un côté maintenant accessible aux investisseurs. On voit ces géants justement chinois, les Tencent, qui ont multiplié par 100 leur cours de bourse en quelques années. Est-ce que c'est là aussi la Chine, le vivier pour voir un des viviers justement de performance? C'est un vivier de performance. Ou est-ce que c'est déjà passé? Je continue ma question. Est-ce que c'est déjà passé? Parce que quand on voit les valorisations, on se dit tiens, on est aussi peut-être arrivé sur une bulle. On sait qu'il y a une frénésie. On en a fait les frais il y a 2 ans, à l'été 2015. Est-ce que là aussi, on commence à être prudent ou il y a encore des belles histoires qui se racontent là-bas? Alors, on revient aux niveaux qui sont similaires à ceux de 2015, mais on y revient d'une manière très différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait une envolée du marché domestique, ce qu'on appelle les A, qui sont listés donc à Shanghai ou à Shenzhen, qui jusqu'à présent n'étaient accessibles qu'aux investisseurs chinois. Maintenant, le marché est en train de s'ouvrir. Et il y avait une irrationalité qui paraissait, je pense, un peu inquiétante aux investisseurs internationaux. Le rallye de cette année est beaucoup plus ancré dans les fondamentaux. Il n'est pas drivé du tout par les mêmes sociétés, puisque là, on a plus une surperformance des sociétés de croissance, et notamment des champions de l'Internet en Chine, donc vous citiez les noms, qui sont le véritable moteur de croissance et qui là ne nous apparaissent pas être dans une bulle, vu les niveaux de valorisation qui sont justifiés par la croissance des bénéfices. Et oui, c'est vrai que ça accélère très fort. Les Tencent, Alibaba ou d'autres dans les semi-conducteurs, notamment à Taïwan, où il y a un vivier là aussi qui surfe sur cette vague de l'électronique évidemment. Ça veut dire aujourd'hui, Mathieu Drake, qu'on n'aura pas ou peu de chance, peu de risques, on l'espère, d'avoir une autre crise type crise chinoise d'il y a 2 ans? Pas ou peu de chance, je ne sais pas. La Chine a toujours, si vous voulez, un stock de crédit qui a énormément augmenté ces dernières années. Donc se pose toujours la question de la normalisation de la croissance du crédit à terme. Les gens étaient excessivement inquiets donc, à la fin de l'année 2015, début de l'année 2016, vous faisiez référence à ça. Aujourd'hui, je pense qu'on donne le bénéfice du doute aux autorités chinoises pour arriver à organiser un certain équilibre entre d'un côté le maintien de la croissance, de l'autre côté le contrôle du crédit. Mais il reste que ça reste un challenge pour le moins intéressant pour les autorités chinoises d'arriver, si vous voulez, à contrôler le crédit dans un train qui se déplace encore à assez grande vitesse. Ouais, ça c'est vrai que ça va être le challenge des prochains mois. Enfin, ces pays donc, vous me disiez qui apparaissent, qui émergent, est-ce qu'il y en a un, à part le Vietnam, que vous surveillez, un autre là pays frontière, comme vous dites, qui pourrait être intéressant dans les prochains mois, les prochaines années? Je pense qu'en termes de pays, parmi les pays frontières qui pourraient devenir plus central, si vous voulez, dans l'allocation d'actifs à terme, le Vietnam est à l'évidence à l'esprit. On a l'Arabie Saoudite qui va également, si vous voulez, graduer et devenir un pays émergent bientôt. Mais le Vietnam serait sans doute, si vous voulez, dans la grande lignée des tigres asiatiques et des histoires de surperformance à long terme sur les marchés asiatiques, l'exemple le plus évident de pays qui pourraient prendre le relais à terme. Ah ben voilà, le Vietnam, donc à surveiller dans les prochains mois, prochaines années. Et on fait confiance à Mathieu Drake, responsable des actions émergentes chez UBP, pour saisir les bonnes occasions. Merci Mathieu d'être passé chez TF Finance et à très bientôt. Dans un instant, à la suite des programmes.